Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony Elian, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, épisode spécial antipuce et antitique pour nos chiens et nos chats. L'objectif ici, c'est de répondre à toutes les questions que vous nous posez depuis plusieurs années concernant les traitements, de quel faire, selon que j'ai un chihuahua, un bouvier bernois, une femelle gestante, plein de questions à laquelle nous allons répondre avec mon confrère, le docteur vétérinaire Amaury Vaillant, spécialiste en dermatologie pour nos animaux. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Elle est gratuite et chaque jour sur Instagram, une photo avec un conseil santé. Alors suivez-moi. Bonjour Amaury. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de dermatologie. Je t'en prie. Chez Advesia, avec Nova, qui est très jolie, donc berger américain miniature. Ça tombe bien parce que c'est un chien très à la mode, hein, berger australien, berger américain, berger blanc suisse. Peut-être que vous êtes heureux propriétaire d'une de ces races de chiens. Je vais faire avec toi aussi un quiz aujourd'hui, des questions. Ok. Que depuis 20 ans, et oui on dirait pas, hein, mais bon depuis 20 ans en tant que véto, mais je suis toujours aussi jeune, hein, mais bon, j'ai plein de questions sur les antiparasitaires externes. Et aujourd'hui je voudrais qu'on vous apporte quelques réponses. Ces chiens de berger, typiquement, on a fait un épisode sur MDR1 que je vous invite à revoir. On ne peut pas leur mettre n'importe quel antiparasitaire externe. Lorsque les chiens ont été dépistés MDR1, en effet, il y a certaines molécules qu'il faut éviter. Voilà. Mais en général, la plupart des molécules ne posent pas de problème. Donc il faut vraiment demander au vétérinaire qui suit l'animal des conseils pour trouver le bon produit pour chaque situation. C'est quoi le risque si j'ai un chien de berger et que je lui mets une pipette à base d'un antiparasitaire, d'une molécule qui est mal tolérée chez les chiens de berger? Le risque, c'est d'avoir des troubles neurologiques, principalement. Donc c'est assez dangereux pour l'animal et il faut à tout prix éviter d'être dans cette situation-là. Voilà, bien sûr, bah oui. Bon, les bergers, c'était ma première question. On a souvent aussi, enfin souvent, pas trop non plus, mais ça arrive, des chiens, pelage plutôt clair, voire blanc, on leur met une pipette et certains ont le pelage qui peut décolorer. Oui, alors ça peut arriver parce que le liquide va laisser une petite trace, un dépôt. Il peut y avoir une oxydation de certains produits qui sont contenus dans la pipette. Bon, ça reste rare et puis ça part petit à petit lorsqu'on nettoie la zone ou lorsque le produit va diffuser progressivement. Voilà, donc il n'y a rien de dangereux? Non, il n'y a rien de dangereux. Les seules choses qui peuvent être un peu embêtantes, c'est quand il y a des rougeurs ou quand ça gratte. Ça veut dire que l'animal ne supporte pas bien le produit, mais ça encore, c'est très rare. Et si c'est juste une petite décoloration ponctuelle du pelage, ça pose pas de souci. Oui. Alors, j'ai un chien, je lui ai mis un collier et allez, c'est un chien qui potentiellement est allergique, mais qui a des rougeurs localement. Oui. Est-ce que ça peut être lié à ce collier? Est-ce que peut-être je l'ai trop serré? Alors, si les rougeurs apparaissent sur la zone d'application, en effet, il faut suspecter qu'il y a une réaction suite à la mise en place du collier. Si les rougeurs apparaissent ailleurs, c'est un peu moins probable. D'accord. Donc là, dans ce cas, on conseille de changer de galénique, de présentation en général. Vérifier que le collier a bien été fixé déjà, parce que s'il est trop serré, déjà peut-être dans un premier temps le retirer, laisser l'irritation s'estomper, et puis peut-être le poser un peu de manière plus lâche, comme ce qui est recommandé, pour éviter les frottements. Si y a un risque quand même que ça se répète ou que l'inflammation était déjà très importante, bah là on change de forme. Oui, alors on attend par contre que la peau soit rétablie. Exactement. Parce que vu que potentiellement dans les spot-on, les pipettes, il peut y avoir un excipient alcoolique, là sinon vous allez faire mal à votre animal. Donc les colliers, je vous le rappelle, c'est un espace de 2 doigts entre la peau de votre animal et le collier. Donc je vous invite à revoir notre épisode tourné avec Amaury justement sur le match antiparasitaire, antitique, antipuce chez nos animaux. Ensuite, j'ai une femelle, c'est une chienne, mais ça pourrait être une chatte aussi, qui attend des petits. On est au printemps, forte pression parasitaire, il y a beaucoup de puces, potentiellement des tiques. Est-ce que je peux la traiter avec un antiparasitaire en pipette ou en collier? Tout est envisageable. Dans ces cas-là, il faut juste vérifier que le produit ait bien été testé chez des femelles gestantes et en cas de lactation, parce que c'est ce qui va venir après. Donc certains produits ont bien été testés pour leur innocuité et puis leur efficacité. Donc dans ces cas-là, plutôt privilégier ces produits-là.
Voilà. Donc c'est vrai que sinon le risque, c'est effectivement qu'il y ait un effet embryotoxique, enfin un effet problématique sur les embryons. En effet, poser problème sur le développement normal des futurs bébés. Bon, j'ai un chien qui est allergique, mais là c'est clair, ça a été testé par le vétérinaire. Oui. Ça peut vous arriver, alors ça peut être allergie de contact, ça peut être allergie alimentaire, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas conseiller comme antiparasitaire aux propriétaires de ce chien? Parce que là, c'est embêtant. C'est vrai que là, a priori, c'est plutôt la forme orale, donc en comprimé, qui va être privilégiée. Alors, bien entendu, c'est des comprimés qu'on peut utiliser aussi, même quand tout va bien. Hein. Donc, c'est vraiment, ça dépend du choix de chacun. Mais dans cette situation précise, c'est vraiment la forme à privilégier. D'accord. Bon, en tout cas, de toute façon, ensuite, moi, j'ai souvent eu des questions. Voilà, j'ai un chihuahua. Qu'est-ce que je peux conseiller comme type d'antiparasitaire externe? Parce que c'est vrai que là, il est très petit. Voilà, un tout petit format. C'est vrai que le collier, dans ces cas-là, c'est pas toujours évident. Parce que les colliers, ils ont une taille standard. Oui, tout à fait. Donc, on tend plus vers pipette ou comprimé, finalement? Alors, pourquoi pas? Après, c'est vrai que on a de la chance. On a des formes différentes. Et dans chaque forme d'antiparasitaire, on a des gammes qui vont de certains poids à d'autres, donc il faut vraiment regarder dans chaque... En fonction du poids. Exactement, en fonction du poids. Et fort heureusement, même pour les petits chihuahuas, on a des formes qui sont adaptées. À leur poids, oui, formidable. Ah oui, les chiens de taille mini, il y en a quand même de plus en plus Et aussi. même pour les chiens géants, à contrario. Hein. Alors voilà, parce que c'est des cas aussi qu'on a pu aussi déjà rencontrer. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà eu des propriétaires de Terre-Neuve ou de Bouvier-Bernois qui peuvent être embêtés. Qui sont embêtés. Le chien fait 70 voire 80 kilos. Or, le collier va parfois jusqu'à 40, 50 kilos. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, encore une fois, en cas de doute, il faut demander à son vétérinaire, suivre les indications, parce que pour certains produits, on peut avoir la possibilité d'accumuler. Exactement, voilà, parfois de mettre de pipettes. Exactement, ou de comprimés. Donc, il faut vraiment suivre les recommandations pour ne pas faire de surdosage. Voilà, oui, exactement. Pour éviter tout surdosage, mais c'est vrai que parfois, c'est ce qu'on recommandait aux propriétaires de très gros chiens, quand on était limité par la taille et qu'on avait des présentations de 40 kg, parfois, selon le cas, mais demandez à votre vétérinaire un poids de certain. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se mettre à la page en demandant au vétérinaire parce qu'on a des innovations, on a des nouvelles molécules, donc les règles changent également. Hein. Bon, moi en tout cas, j'ai regardé les épisodes de Tony et Léon. J'ai vu qu'il y avait un épisode sur la leishmaniose de mon chien. Mais je vais dans le sud cet été en vacances et j'emmène aussi mes chats. Oui. Y a-t-il un problème de leishmaniose chez le chat? Oui, aussi. Donc, il faut protéger toute la famille. Oui, mais pas avec le produit du chien s'il y a de la permétrine. Exactement. Parce que là, le chat ne va pas le supporter. Ça ne va pas trop aimer. Alors, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? En cas de leishmaniose? Dans ces cas-là, il faut absolument avoir une bonne couverture antiparasitaire. Donc que ce soit à l'aide de colliers répulsifs ou de pipettes avec une action répulsive. Hein, tout est possible en fonction de la durée du séjour. Parfois, il vaut mieux utiliser ponctuellement les pipettes, alors que si on reste plus longtemps, un collier sera bien sûr intéressant. Voilà, mais après, tout au long de l'année, oui, tout au long de l'année, tout dépend de la zone. Ça dépend d'où on est et on peut très bien effectivement avoir, comme tu le disais, une pipette antiparasitaire insecticide classique et compléter ponctuellement avec un collier ou une pipette répulsive au moment du séjour. Exactement. Voilà, juste assurez-vous avec votre vétérinaire qu'il n'y a pas de risque de surdosage. Exactement. En effet. Donc maintenant, je suis en novembre, décembre, j'habite plutôt région Rhône-Alpes, il ne fait pas très chaud. Est-ce que j'ai encore un risque d'infestation par les puces? Oui, alors en fait, on en a à chaque saison. Pourquoi? Parce que les puces vont pouvoir vivre à l'extérieur, mais aussi dans nos intérieurs. Donc au moment où on relâche le médicament, où on va moins traiter parce qu'on se dit qu'il y a moins de parasites à l'extérieur, c'est là que les parasites en profitent pour proliférer dans nos maisons qui sont à température ambiante toute l'année. Oui, parce que c'est vrai que les puces, ça peut rester sous forme de cocon finalement, entre les lames de parquet, dans les plinthes, si on n'a pas réussi à bien traiter. Et puis ces cocons, au moment où on réchauffe l'atmosphère, on marche sur les parquets, on fait des vibrations, c'est là que ça se réveille. Exactement. C'est le drame. Donc oui, continuez à traiter. Est-ce qu'on traite moins fréquemment qu'au printemps et en été? Alors, en général, en automne, on considère qu'il faut quand même traiter à la même fréquence toute l'année, parce qu'on en retrouve toute l'année à présent, d'autant plus si les animaux développent une sensibilité particulière pour les piqûres. D'accord. Écoute,
Est-ce que j'ai oublié des questions? Globalement, on a fait le tour. On a fait le tour, je pense. Bon, mais en tout cas, merci Nova. Merci Amaury, en tout cas, pour toutes tes réponses. Si jamais on n'avait pas fait le tour, c'est possible, on n'est pas infaillible, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On essaiera de répondre à vos questions. Vous l'aurez compris, on a été le plus objectif possible, sans prendre de parti pris, ni de marque, ni citer de marque. C'était le point important. Le but, c'était de répondre à vos questions, des questions qu'on a souvent quand même. Oui, c'est vrai. Des questions qu'on a souvent, des réponses que vous n'avez pas forcément de façon claire et évidente. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Allez Nova, c'est fini l'épisode. À bientôt. À bientôt.